Là, c'est en dernière page. Rien. Exemplaire, on sait qu'il a au moins 40% d'invendus. Sur les 3 imprimeries, ça tourne autour de 25 à 30 milliards. La somme est faramineuse. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les trucs, mais c'est des sommes... 250 milliards de centimes. Ouais. 250 milliards de centimes. 2 milliards. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on efface des dettes, etc., ils réagissent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'effacement de dette. Hein. Il faut qu'on soit... non, il y a eu effacement de dette de la presse publique. Il n'y a jamais eu effacement de dette de la presse privée. Hein. Jamais. Jamais. Ça, on peut témoigner. Il y a pas... Même par rapport à la presse publique, vous avez des privilégiés. Il y a Majid donc qui continue là, c'est ça. Ouais. On va contacter un peu tout. Le Moufti de la République, c'était une idée d'aller vers la création de ce poste. Et il y a une petite polémique autour de ça, autour de son statut, qui sera-t-il, c'est bien de faire parler les deux. C'est sujet assez... C'est nouveau, on n'a pas de Moufti. Il y a des sortes de Moufti, mais ils ne sont pas officiels. Par exemple, à Alger, on a Mohamed Charifi, il est centenaire, il est à Bab el-Oued, la mosquée Fatih Islam. Mais on n'a pas ce qu'on appelle, comme en Syrie ou en Égypte, le Moufti de la République. Et apparemment, le ministre des Affaires religieuses réfléchit à ça. Et on va essayer d'avoir au moins quelques journaux qui seront concernés. Et aussi faire réagir un peu les coopératives dans le cadre de l'enseigne, les opérations. Rien que pour l'effacement du public, je me rappelle, ils avaient fait 2 ou 3 mouvements de grève. Alors là, pour une somme pareille. Mais là, attends, le communiqué est clair, c'est-à-dire que c'est un effacement au préjudice du trésor public et de la communauté, j'allais dire. C'est le trésor qui ingère de l'argent. Hein, mais ils n'ont pas parlé de fonds d'aide. Hein. Ils n'ont pas évoqué. Je pense pas que le. La dépêche n'a pas mentionné. Non, non. mais ils ont parlé de famille militaire
Le président va réunir les maires à la fin du mois. Reporté. Ah. Ça a été reporté. On en parle des évolutions. J'espère que le président va... La fin du mois de juillet. Il est dans les mains. C'est un peu la fin d'un cycle de formation. Un cycle de formation, il le termine fin juillet, où il a dit j'espère que le président sera présent. C'est possible que la réunion... Un débat sur le développement local à l'occasion de cette rencontre. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays, comment les gens travaillent, comment les choses se passent, en faisant peut-être faisant travailler un peu nos bureaux, hein, des exemples concrets, et puis faisant parler un spécialiste sur le développement local. Est-ce que ça bouge, de quelle manière, est-ce que les gens attendent à chaque fois les instructions d'Alger, est-ce que des projets se font à l'intérieur du pays, dans les communes, etc. On parle très peu de... Hein? C'est une information parfois qui est noyée, donc les phases régionales et tout ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose, bon, comme c'est régional, donc ça passe inaperçu. Mais on peut faire remonter tout ça sur un dossier. Un dossier avec beaucoup de réflexion plutôt et de l'analyse. Hein. Est-ce que ce qui se fait actuellement est de bon, de mauvais, comment les gens travaillent. Bon, les APC maintenant, c'est la vie de tout le monde. Les APC ont de l'argent maintenant. Mais comment cet argent est utilisé? Est-ce qu'il est bien utilisé, mal utilisé? Est-ce que les gens suffisent de refaire le goudron? Est-ce qu'il y a des projets d'usine, des projets ceci, cela, etc. On parle très peu de... Hein? On peut un peu ouvrir une fenêtre. Voilà, absolument, tout à fait. Le maire est toujours chef d'aéroport. Tout à fait, ouais. Ce serait bien qu'on fasse parler des maires qui voudraient bien s'exprimer sur ça, disant qu'ils ont des projets, etc. Et puis c'est bloqué, il n'y a pas de résultat. Et comment c'est articulé? Est-ce qu'un maire, par exemple, ou un conseil communal est en mesure, à l'autorité nécessaire, le pouvoir de décision, après délibération, après avoir consulté des experts, etc. J'installe une usine d'utilité publique, je ne sais pas, dans n'importe quelle commune du pays, pour faire ceci, cela, et puis j'aurai 300 emplois. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est du domaine du possible? Est-ce qu'il, comme l'a dit Faisal, il ne devrait pas... La structure administrative un peu locale, c'est qu'il y a des zones d'activité, ce qu'on appelle les zones d'activité, les zones industrielles. Voilà. La plupart, celles qui sont accessibles, qui sont gérées par des offices. Ouais. Des offices sous l'autorité du Wali. Du Wali, voilà. Et les maires, généralement, ne sont invités que lorsqu'on signe quelque chose. Oui, l'inauguration. Sinon, tout se fait avec généralement, c'est des offices de promotion des investissements, des offices de gestion des zones d'activité. Et les maires, ils se retrouvent parfois, ils découvrent qu'une entreprise s'est installée dans sa commune sans être informés, sans être consultés. Parce que l'administration... Et ils affrontent les chômeurs. Ils affrontent les problèmes. Ils affrontent les problèmes. Ils sont exposés parce que c'est des élus. C'est des élus, absolument. Oui, absolument. C'est tout ça qu'on devrait, comme ça, de manière très rapide, sans que ça soit lourd, c'est-à-dire, c'est des... Le chef d'aéroport en Algérie, franchement, moi je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il fait le chef d'aéroport. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Oui, absolument. C'est pas très clair. Non, il y a beaucoup plus puissant que le chef d'aéroport, c'est le SG. Deux ou trois exemples concrets. Une commune qui diagnostique un zoom sur une commune ou deux communes, voilà, une problématique. Une à l'est, une à l'ouest et une au centre. Oui, absolument. Bon, absolument. Oui, je pense qu'il va falloir jouer sur des communes qui ont vraiment des problèmes. On a déjà un listing de communes les plus pauvres d'Algérie qui a été fait par l'ONU et tout ça. On devait faire à chaque fois que tu poses... Absolument, moi je me sentais à cœur parce que moi j'ai il faut que tu fasses ça au moins dans une de ces communes, parce qu'à chaque fois que tu en parles, on n'arrive pas à réaliser ton... Non, moi je pense que c'est un cas, à chaque fois il en parle. C'est un problème concret.
Dernièrement, quand j'ai été écoute, franchement, c'est le bout du monde, c'est l'enfer. C'est pas une commune, c'est une décharge, personne ne décide, le maire m'a reçu dans son bureau, la hawla wa la quwwata, tu vois, quand tu compares cependant au maire de Célia ou le maire d'Alger c'est un ministre. Et le maire de Tkout ou là, je sais pas moi, ou là, Aïl Sultan ou là. Il y a un maire en Kabylie qui, son bureau c'est une roulotte. On avait fait une fois un truc spécial en Kabylie. Et là, c'est un truc des chalets. C'est abandonné par l'armée française. Il a été abandonné par l'armée française. Il n'y a pas de but là. Et après, c'est un morceau qui passera. Il va pas passer là, vous venez de tout casser. C'est aussi une des communes les plus pauvres. Jafar a fait un excellent travail. Oui, Jafar il a fait Beniziki. Beniziki, ils dépendaient de Tizi Ouzou, mais leur téléphone dépendait de Béjaïa. Pour appeler l'APC, il faut former le 034 pour passer par le central du Béjaïa pour les toucher. C'est un peu on a des pages régionales, c'est vrai, etc. Mais parfois, on analyse avec les thématiques. Vous en parlez, pourquoi pas un spécialiste du développement qui met un peu les doigts dans le... Nous avons à Alger, c'est Faisal qui en a parlé à l'époque, une rue qui n'appartient à aucune commune. C'est une rue qui n'appartient ni à... Ça enlève les golf. Voilà, elle est au milieu. Elle appartient à personne. Alors il y a des charges chez les populations jusqu'à. Quelle est la capacité de l'enlever? Quelle est la capacité de l'enlever? Donc elle dépend de... Cette rue elle est offshore. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs. C'est des apartés. Voilà. Parce que mais ils ont des papiers, ils ont des... C'est la frontière. La rue, c'est telle la frontière. Mais obligé de la mettre quelque part. Donc le trottoir du pas appartient à une commune. C'est pas beaucoup de temps. Il faut remarquer que les autorités techniques, politiques, ont essayé de taire, d'étouffer, etc. Il a fallu les associations, etc. Comme c'est Areva est tombé dans un pays scandinave à cause de fuite. Elle a été accusée de non-respect des... Elle n'en parle même pas de Areva au Niger. Il y a eu un truc avec un particulier, c'est l'atteinte à la liberté de la presse en France. Le journal qui a été autojournal. Parce que soi-disant il a révélé des secrets de... Il a publié, ça a été l'enquête, je crois qu'il l'a démontré, il a publié des photos d'une voiture absolument, mais il a payé 1200 €. Les photos, etc. Il y a même le cas d'arranger des cas apportés d'informations. Qui passe inaperçu parce que l'information est importante. C'est l'ITR, c'est le nouveau, le 4e génération, le 3e génération, qui est fissuré. Fissuré de béton, le béton n'est pas normalisé. Et les travaux ont été arrêtés. Je ne sais pas, parce que maintenant on a signé un contrat de grande importance avec la France dans le domaine nucléaire. Je ne suis pas sûr qu'on peut s'interroger sur ça. Oui, bien sûr. Surtout qu'on n'allait pas être embourbé dans le conflit. Ah, mais ils ont un bureau ici, là, il vient d'ouvrir. Ils sont là-bas. Il faut qu'on voit. Le commissariat derrière de France. Bon, on va réessayer, je ne sais pas, est-ce que s'il est secret, qu'ils disent qu'il est secret. Je vais le contenu. On va adopter la loi sur l'unité. On fait comme ça. Bonjour. Donc voilà, première question toute simple. Vous gérez un journal quotidien, il est indépendant. Est-ce que c'est difficile en 2008 en Algérie? Ah bah oui, c'est très difficile.
pour différentes raisons, parce que c'est une rédaction, c'est une entreprise. Dans le contexte de notre pays, ce n'est pas du tout une chose aisée. Hein. Vous savez que l'écrit dérange encore dans notre pays. Probablement que la liberté de la presse a fait des avancées considérables toutes ces dernières années, grâce au sacrifice des journalistes, mais très souvent aussi, les journalistes sont poursuivis par la justice pour un certain nombre de crimes, etc. C'est quoi? Il y a une fatwa contre, c'est-à-dire on a juridicé, on a rendu ça de façon plus judiciaire. Vous le savez bien, il y a eu un durcissement de l'arsenal juridique de manière considérable, très très forte, en 2001. Les écrits aujourd'hui sont lourdement pénalisés. Il y a de très fortes amendes sont décidées contre les journalistes, les responsables de publication, probablement pour canaliser un peu le travail des journalistes. À l'époque, nous avions dénoncé tout cela. Nous considérons toujours que c'est une grave atteinte à la liberté de la presse. Mon point de vue, c'est que c'est un pays où il y a énormément de problèmes, énormément de difficultés. Les autorités ont du mal à gérer tous ces problèmes, ont du mal à répondre aux attentes de la population. Les journalistes rapportent ce qui se passe un peu ici à Alger, à l'intérieur du pays, font part d'analyses, parfois pessimistes sur la capacité des autorités à répondre aux attentes des Algériens, et pour faire taire un peu tout ça, en action de la justice. D'accord. Est-ce que ça marche? Vous avez été condamné, vous avez combien de condamnations à votre actif? J'en sais plus rien, honnêtement. Depuis 92, probablement, il y a eu 150, 160 affaires en justice. Il y a eu des dizaines de condamnations, soit à la prison ferme, soit avec sursis, etc. Bon, mais il faut s'y faire, on a une responsabilité, il faut l'assumer. On s'est engagé dans un domaine difficile, dans un pays arabe, pays musulman. Dans cette partie du monde, les libertés ne sont pas très tolérées. Les pouvoirs en place ne souhaitent pas lâcher un peu plus de l'Est. Et il faut assumer ce qu'on fait. Hein. Nous avons un devoir de témoigner, nous avons un devoir de rapporter ce qui se passe dans notre pays, et nous assumons également toute la pénibilité, il y a une répression qui s'abat sur les journalistes. Bon, on va pas se pleurnicher. Si, j'ai fait de la prison, beaucoup de collègues ont fait de la prison. Parmi eux, il y a entre 93 et 98, il y a une vingtaine de collègues qui ont fait de la prison, nombreux à faire de la prison, pour que la liberté de la presse ait un sens dans notre pays. Nous ne le regrettons pas, nous continuerons à travailler. D'accord. Comparativement aux pays voisins, Maroc, Tunisie, l'Algérie s'en sort plutôt bien au niveau de la presse écrite, non? Ben écoutez, par rapport à la Tunisie, il n'y a pas photo, comme on dit chez vous. Il y a une liberté de temps dans notre pays, il y a une liberté de la presse. On assume parfois les conséquences de tout cela, le travail hardi des journalistes. Parfois, il y a un retour de manivelle que nous assumons également. Au Maroc, je crois qu'il y a une liberté de temps, il y a une presse, il y a des magazines qui bougent, on a des confrères qui s'organisent, qui essayent de faire un peu avancer les choses. Mais en Tunisie, je suis désolé, mais la liberté de la presse n'existe pas du tout. Il n'y a pas du tout le souffle de liberté de presse en Tunisie. Vous parlez de ces procédures judiciaires, donc c'est quoi la crédibilité d'un journal? Elle se juge au nombre de condamnations ici, ou c'est un critère ou... Ben écoutez, parfois oui, dans les systèmes judiciaires indépendants, où la justice est sereine, où le juge travaille en toute liberté, en toute autonomie, où il étudie le dossier, etc. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Parfois, des juges
me confient, après des procès, qu'ils ont subi des pressions, qu'ils ont été obligés de nous condamner parce qu'il y a eu des coups de fil, des coups de téléphone, etc. pour le faire. Donc nous ne sommes pas dans un contexte où la justice est rendue sereinement, en toute autonomie et en toute sérénité. D'accord. Vous parlez de ces coups de fil. Est-ce qu'on peut travailler librement donc, à El Watan, ou est-ce qu'il y a ces interventions, même dans l'élaboration de vos conférences, d'interventions, certains d'aucuns parlent de force occulte, de force de l'argent? Je ne reçois aucune, le journal est autonome sur le plan économique et financier. Nous avons réussi à partir des années 95-96 à élaborer une stratégie économique, commerciale, industrielle. Donc nous contrôlons nos propres circuits de distribution, nous avons nos propres rotatifs, donc nous avons enlevé tous les facteurs qui peuvent être utilisés par l'État pour nous affaiblir. Donc nous sommes autonomes sur le plan économique et donc la ligne éditoriale du journal est faite par les journalistes. Vous avez assisté tout à l'heure à la réunion, les journalistes proposent, il y a un esprit extrêmement créatif ici de la part des journalistes de El Watan, ici à Alger ou à l'intérieur du pays. Donc les sujets sont proposés, sont discutés en conférence de rédaction. La seule chose sur laquelle j'insiste énormément, très fortement, très lourdement, c'est d'enquêter de manière professionnelle, de prendre le temps, de prendre le point de vue de tout un chacun et puis de livrer l'enquête de manière objective, de manière professionnelle. Je crois que la professionnalisation, la formation aussi des journalistes, nous formons énormément les journalistes de El Watan, font que lorsqu'on est en face des juges, ils ont beaucoup de difficultés à nous condamner et la sentence passe très mal au sein de l'opinion publique parce que le travail est bien fait, le travail est professionnel, on prend l'avis de tout le monde, on prend soin d'être objectif et de ne pas dénoncer tout simplement sur la base de rumeurs, de spéculations ou de ragots de café, mais nous tenons compte de tout ce que les journalistes ramènent comme information et nous prenons soin de vérifier tout cela. D'accord. Les mauvaises langues disent, je ne sais pas, je voudrais avoir votre réaction, qu'il n'y a pas finalement de quotidien indépendant en Algérie. Ben écoutez, L'indépendance, alors il y a l'indépendance directement éditoriale, politique, l'indépendance économique. Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que le journal est fait par les journalistes. Vous pouvez rester ici, je vous invite d'ailleurs à rester un mois avec nous, un mois, à travailler, à suivre les réunions, à voir comment les journalistes travaillent, à discuter avec les journalistes, est-ce qu'il y a de la censure, est-ce qu'il y a de l'autocensure, etc. Nous traitons tous les sujets d'actualité, les plus délicats pour l'État. Je ne pense pas, je ne considère pas qu'il y ait comme on dit dans notre jargon, de ligne rouge. Hein. Mais tout simplement, le saut qualitatif qui a été fait par El Watan ces dernières années, c'est que nous voulons travailler maintenant de plus en plus, de manière plus professionnelle. Dans les années 93-98, c'était un journalisme de combat. L'intégrisme, le terrorisme, pourchasser les journalistes. Il y a eu 70 journalistes qui ont été assassinés. Il y avait volonté de fermer l'ensemble des rédactions. Public, privé, arabophone, francophone, etc. Donc la réaction de la presse à l'époque, des journalistes qui étaient restés dans leur pays, c'était de résister. Donc il y avait un journalisme de combat, de résistance. Il n'y avait pas d'enquête, je vous le concède. La situation sécuritaire ne se prêtait pas également pour les enquêtes. Il y avait très peu de reportages. Il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup d'analyses, etc. Mais beaucoup moins. On fait des enquêtes, on peut consulter tout à l'heure les archives ces derniers mois. Il y a énormément d'enquêtes très intéressantes sur la bière, sur le travail de l'ENTV, à qui profitent les marchés de l'ENTV en Algérie. C'est des enquêtes qui ont fait beaucoup de tabac. Les journalistes prennent parfois 2 mois à faire ces enquêtes parce que nous sommes dans un système où l'information
nous sommes dans un système bloqué. L'information ne sort pas. Ceux qui détiennent l'information, le journaliste algérien a beaucoup de difficultés à travailler de manière professionnelle parce que la source, l'administration avec un grand A, ne donne pas l'information, ne donne pas la part de vérité qu'elle possède. Donc le journaliste est obligé de prendre beaucoup de temps, de vérifier, de recouper pour livrer son enquête. Nous laissons le temps aux journalistes donc d'enquêter très en profondeur. Ça pose le problème des sources d'information. On l'a vu lors du faux attentat de Bouira. Comment on fait dans un attentat sur l'activité sécuritaire, sur l'information sécuritaire, comment on fait? Eh bien, écoutez, d'abord les citoyens, les médecins, la protection civile. Il y a continuellement, nos journalistes sont sur le terrain rapidement et puis ils discutent, ils sont avec la population, ils sont avec la foule, ils sont avec les premiers intervenants, les policiers, etc. Ce sont eux qui nous donnent l'information. C'est donc les hôpitaux, les policiers, les citoyens, les mairies, etc. Et très souvent, les informations qu'on recueille sur le terrain, que les journalistes recueillent sur le terrain, sont en contradiction avec les chiffres qui sont avancés par l'administration centrale. Nous prenons soin de donner l'information qui a été prise sur le terrain par nos journalistes, en citant parfois nos sources, en disant que c'est de sources locales, c'est la protection civile, etc. Et nous donnons également les chiffres de l'autorité. Et parfois, ils sont contradictoires. D'accord. Et donc là, vous sentez-vous, par la fameuse administration avec un grand A, toléré, ou quand vous sortez des grosses affaires qui ont du tabac, ou alors vous dites que c'est un processus qui va aller dans cette direction et qu'on ne sera jamais empêché? Des Algériens sont morts pour la liberté de la presse. On ne reculera pas. S'il faut faire de la prison, on fera de la prison. Les tribunaux, bon, on y va, on est des justiciables, on s'explique, on se prépare, etc., etc. Maintenant, si le rapport de force fait que l'on revienne à une situation antérieure où des journaux, vous le savez très bien, beaucoup de journaux ont été suspendus, Al-Watan, comme d'autres, Al-Watan a été suspendu à 7 reprises, la dernière suspension a duré près d'un mois, en 98. Maintenant, s'il faut revenir à ce rapport de force frontal avec l'administration quant à la préservation des espaces d'expression qui existent, on est prêt à refaire, parce que la liberté de la presse, ce sont d'abord les journalistes algériens qui doivent la défendre. Je ne vais pas demander aux journalistes français ou italiens ou américains de venir faire ce job à notre place. Bon, qu'il y ait un soutien par le biais des organisations internationales, par le biais des journaux, etc., à notre travail, c'est une très bonne chose, on s'en félicite. Mais c'est à nous de faire l'essentiel, c'est à nous d'aller au feu. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement. Je constate que les rapports sont moins tendus. Il y a un rapport de force avec l'autorité, mais les rapports sont moins tendus aujourd'hui, je m'en félicite. Nous demandons régulièrement à ce que la liberté de la presse soit respectée dans notre pays, parce qu'elle apporte un plus à la construction de la démocratie, elle apporte un plus au moment où il y a des ruptures entre la population et l'autorité, les pouvoirs publics. La presse joue un rôle, malgré c'est pas notre rôle, mais un rôle de médiation. Nous savons tous qu'il n'y a pas de médiation, très peu de médiation entre la population et l'autorité. C'est pour ça que parfois il y a des révoltes comme ça, spontanées, un peu partout dans le pays. Notre rôle, c'est d'informer régulièrement ce qui se passe, des espoirs, des colères des jeunes, de leur colère aujourd'hui. Il y a une sorte de colère au niveau des jeunes Algériens, et essayer de l'expliquer à travers des enquêtes, avec des spécialistes, etc. Donc on a un travail complexe, on a un travail dense, et je pense qu'il est utile pour notre pays. Et mon vœu, c'est que les autorités de mon pays comprennent une fois pour toutes que la liberté de la presse en Algérie est indispensable pour notre pays.